Salut et bienvenue dans Long Live, mon podcast dans lequel vous apprenez à vivre au mieux. Et aujourd'hui, on va parler alimentation. C'est toujours un sujet qui vous intéresse énormément et moi aussi. Et notamment l'alimentation IG bas, index glycémique bas. Qu'est-ce que c'est ? On parle d'insuline, on parle de sucre dans le sang, on parle d'ordre d'aliments dans l'assiette et aussi dans la journée. On a beaucoup entendu parler de insuline, glucose, sucre dans le sang. Et là, vraiment, on reçoit Alban Reclus, qui est experte sur le sujet et qui vraiment nous donne des explications limpides et scientifiques sur l'alimentation IG bas, le sucre dans le sang, l'insuline, l'insulinorésistance. Et ça va énormément vous intéresser si vous êtes parent, si vous faites manger vos enfants, vous-même. Vraiment, c'est une mine. Donc, écoutez bien tout ce que Alban Reclus a à vous dire et je vous retrouve juste après. Avant de démarrer cette interview, je vous invite à vous abonner, soit à notre chaîne YouTube, soit à ce podcast. Ça nous aide à mieux diffuser nos messages. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, à nous dire comment vous recevez toutes les informations que vous écoutez dans ce podcast. On écoute et on lit tous vos commentaires et ça nous aide aussi à progresser. Salut Alban et merci beaucoup d'être ici présente dans le podcast Long Live. On parle de tout ce qui nous fait aller mieux. Et donc toi, tu es coach en nutrition. Qu'est-ce que c'est que coach en nutrition ? Ok, déjà merci pour l'invitation. Et puis coach en nutrition, ça veut dire que j'accompagne des personnes qui sont en bonne santé, mais je les aide à optimiser leur santé pour être encore plus en forme ou justement pour éviter de tomber dans le diabète, dans l'obésité, ce genre de choses. Donc le coach en nutrition, c'est pour les personnes qui ne sont pas malades, voilà, mais qui veulent optimiser leur alimentation. Et toi, tu t'intéresses donc à l'IG bas, tu viens de sortir un livre pour nous aider à mieux manger. Qu'est-ce que c'est que l'IG bas ? Donc déjà, est-ce que tu peux définir ? Ouais. L'alimentation IG bas, c'est une alimentation qui... Déjà, IG, ça veut dire quoi ? C'est ça, qui s'intéresse à l'indice glycémique. Indice glycémique. Donc, indice glycémique, c'est un peu, tu vois, la vitesse, il y a le kilomètre-heure, c'est la même chose, mais dans le sang. On s'intéresse à quel point les aliments qu'on mange sont transformés rapidement en sucre dans le sang. Donc, c'est pas juste les aliments sucrés qui se transforment en sucre, c'est tout ce qu'on mange, à quel point ça va arriver rapidement sous forme de sucre dans notre sang. Et donc, cette notion d'arriver dans le sang comme un sucre, pourquoi est-ce qu'on s'y intéresse ? Parce que c'est mauvais le sucre ou parce qu'il faut le limiter ? Alors, le sucre n'est pas mauvais. Donc déjà, c'est la première chose, le sucre, on en a besoin. C'est un des carburants qui est le plus utilisé facilement par notre corps. Ce qui est mauvais, c'est les excès de sucre. Et là, en fait, pourquoi on suit ce marqueur-là ? Parce qu'on s'est rendu compte que quand on avait trop de sucre dans le sang, on produisait de l'insuline. Et c'est vraiment ça le problème au niveau de la santé, c'est de produire trop d'insuline. À force qu'on en produise trop, on va devenir résistant à l'insuline et c'est après le début du diabète, etc. Donc l'insuline, pareil, on va faire plein de petites définitions en début d'interview, comme ça on sait bien de quoi on parle. Ouais. L'insuline, est-ce que tu peux nous expliquer aussi ce que c'est ? C'est une hormone qui est produite par le corps, par le pancréas, derrière notre estomac. Et c'est une hormone qui va nous aider à ouvrir les cellules pour absorber le sucre dans le sang. Parce qu'en fait, on ne peut pas laisser, une fois qu'on a mangé, le sucre de notre alimentation, il va dans le sang, et le sang ne peut pas devenir du caramel, c'est pas possible en fait. Donc le corps a un système pour prendre ce sucre et le stocker. Donc le stocker dans les cellules pour l'utiliser, le stocker dans les muscles, le stocker dans le foie, puis une fois que toutes ces réserves sont pleines, sous forme de graisse. Et donc l'insuline, c'est la clé d'ouverture justement de il y a du sucre, on le prend, on le met en réserve. Ok, et donc c'est une clé pour, on a très bien compris cette image, faire rentrer le sucre dans les cellules.
musculaire, toutes les cellules de fonctionnement de l'organisme, ensuite le foie pour un petit stockage, et quand le stockage est saturé, dans les cellules graisseuses. Exactement. Mais donc pourquoi, puisque du coup elle est tout de suite utilisée, l'insuline, pour faire rentrer le sucre dans les cellules, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir d'insuline ? Alors, c'est pas qu'il ne faut pas en avoir, c'est très important d'en avoir suffisamment justement pour que ça rentre, mais le problème c'est quand on en a trop. En fait, quand on va manger sucré trop souvent, le corps, il va se dire, faut encore de l'insuline, faut encore de l'insuline. Et là, du coup, on va se retrouver avec sans arrêt beaucoup d'insuline. Et les capteurs à l'insuline, ils vont de moins en moins bien capter. Et ça va dire, il faut encore plus d'insuline pour faire rentrer ce sucre. Et c'est ça qui s'appelle la résistance à l'insuline. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, le pancréas, il s'épuise en fait. Il n'arrête pas de produire de l'insuline, Et quand on est passé des années en fait à faire comme ça, il crache et il produit plus d'insuline et c'est le diabète. D'accord. Et du coup, pourquoi est-ce que les cellules deviennent résistantes ou captent moins bien l'insuline ou répondent moins bien ? Alors, ça, c'est à force d'être surstimulé. Okay. Et puis aussi, notre alimentation va jouer là-dedans. Par exemple, on sait que des personnes qui ont un bon apport en oméga 3, ça va faire que la membrane des cellules, elle est plus fluide et elle va mieux réceptionner le glucose sanguin. Donc voilà, c'est à la fois une surstimulation et aussi est-ce qu'on a apporté tout ce qu'il fallait à notre corps pour qu'il fonctionne de façon optimale. Pour que l'insuline soit bien utilisée. Voilà. D'accord, ok, ça je comprends. Ensuite, j'ai une autre question, parce que parfois on voit des personnes qui mangent beaucoup de sucre et qui sont minces. Donc ces personnes-là, c'est quoi leur secret, entre guillemets ? C'est-à-dire qu'elles arrivent à manger plein de sucre et leur insuline ne fonctionne pas et du coup, elles n'ont pas besoin de créer des cellules graisseuses. Qu'est-ce qui se passe en fait pour ces personnes-là ? Alors, il y a plusieurs facteurs possibles. Par exemple, les diabétiques de type 1, ce sont des gens, à la naissance, ils ne produisent pas d'insuline. Donc justement, il n'y a pas cette ouverture qui est faite, il n'y a pas ce stockage qui est possible. Mais c'est une situation qui n'est pas... Parce qu'ils ont beaucoup de sucre dans le sang, du coup, ça abîme leur vaisseau sanguin. Exactement. Et sinon, après, on en croit, c'est vrai, des gens disent « mais c'est quoi ton secret ? Comment ça se fait que toi, tu arrives à manger tout ça ?» Généralement, c'est des gens qui ont un métabolisme qui est plus important, ou alors qui vont réguler, certes, ils vont manger beaucoup de sucre, peut-être rapide, mais ils vont manger moins de choses. Et du coup, leur balance énergétique, au final, sur la journée, elle n'est pas si importante que ça. Donc, c'est une autre explication possible. C'est un leurre. Ouais. Ok, hyper intéressant. Ok, donc... On a compris ce problème d'insuline, ce problème de sucre dans le sang. Et donc, une des méthodes, ou en tout cas la façon de bien manger pour éviter tous ces problèmes, c'est de manger une alimentation à index ou indice glycémique bas. Ouais. En fait, le cœur du problème, c'est l'insuline, sauf que l'insuline, c'est très compliqué à mesurer. Parce que pourquoi, du coup, on ne fait pas une alimentation... insuline bas, ça pourrait être aussi ça. Mais historiquement, on a commencé avec les diabétiques à suivre le glucose et c'était beaucoup plus facile à suivre. Il suffit juste de se piquer le bout du doigt sur une petite bandelette, il y a une enzyme qui s'active et tout de suite on sait. Alors que pour l'insuline, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus coûteux. On n'a pas trouvé encore de capteurs qui permettent de suivre facilement ça. Donc c'est pour ça que, en fait, puisqu'on ne peut pas suivre l'insuline, on suit le facteur précédent et puis qui a été découvert aussi en amont. D'accord, donc le glucose dans le sang. Voilà, c'est ça. Et donc ta question, c'était sur voilà, sur donc en tout cas, ce qui peut nous permettre justement de diminuer cette production d'insuline ou en tout cas de diminuer le sucre dans le sang et du coup dans les cellules, c'est l'alimentation à index ou indice glycémique bas. Oui, alors tu as raison, on peut dire les deux. On peut dire, en fait, IG bas, c'est pareil que index glycémique bas, que indice glycémique bas. Tout ça, c'est des synonymes, ça veut dire la même chose. Et c'est pareil, des fois on dit « Ah là là, il ne faut pas de pic de glucose dans le sang ». On en a beaucoup entendu parler, mais c'est pas dramatique d'avoir un pic de glucose une fois de temps en temps ou avant son activité sportive. Ce qu'il faut pas, c'est des pics de glucose qui se répètent tout au long de la journée, sans activité physique, sans dépenser ses réserves, quoi. C'est ça qui est embêtant. Et du coup, une alimentation IG bas, c'est des aliments ou alors une façon de manger qui va faire que
le sucre va passer plus doucement dans le sang. Il va toujours y avoir la même quantité, mais parfois plus lentement. Donc ça ne va pas faire un méga pic. Parce qu'en fait, quand on fait un très grand pic de sucre dans le sang, l'insuline va faire aussi un très grand pic, puisqu'elle va se dire « oh là là ». Et du coup, ça peut aussi provoquer des fois ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Alors, une vraie hypoglycémie, on ne se sent vraiment pas bien, on a besoin de s'asseoir, voire même de s'allonger. Mais une hypoglycémie réactionnelle, des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. C'est cette fringale dans la matinée, c'est des maux de tête, je me sens faible, je me sens pas bien. Le coup de barre de 15 heures. C'est ça, j'ai du mal à me concentrer. Et donc ça, c'est dû à souvent cet excès d'insuline qui provoque, du coup, l'insuline, vu qu'elle est en très grand nombre, elle se dit, ok, on ramasse tout le sucre qu'il y a dans le sang, et du coup, il y en a même limite plus assez, quoi. C'est pour ça qu'on se sent un peu moins bien. Donc en fait, il faut garder quand même un petit peu de sucre dans le sang tout au long de la journée pour qu'on puisse rester concentré, alerte, en forme dans le ressenti. Donc là, tu nous as parlé d'aliments IGBA et aussi de façon de manger IGBA. Donc on va parler des deux parce que j'imagine qu'il y a une histoire de timing, etc. Ouais. Donc déjà, les aliments IGBA ou index glycémique bas, c'est quoi? Alors, c'est des aliments qui contiennent beaucoup de fibres, donc tous les légumes. Les fibres. Voilà. Ah, très bien. Donc là, on est très copines. C'est parti. Parlons des fibres. Donc voilà, tous les légumes, les légumineuses, voilà, tous ces aliments-là. Tout ce qui contient aussi du gras, ça va être plus lent à digérer dans notre estomac, donc forcément ça va ralentir la vidange gastrique, la digestion. Les protéines également. Et à l'inverse, qu'est-ce qui n'est pas IGBA? Ça va être tout ce qui est soit riche en un certain type d'amidon ou alors riche en sucre. Parce qu'en fait, on se dit... goût sucré. Ouais, c'est ça. Alors, au départ, on se dit, alors, il ne faut plus rien que je mange de sucré. Non, c'est pas... Il y a des aliments qui ont un goût sucré qui font monter la glycémie, mais pas trop. Et même d'autres qui n'ont pas de goût sucré, mais qui font quand même beaucoup monter la glycémie. Et d'ailleurs, ça a été un peu une découverte, parce que pendant longtemps, on s'est dit... soit c'est des sucres rapides ou des sucres lents. On sait que cette notion-là, elle est obsolète. D'accord. On ne dit plus ça. Certes, la composition biochimique moléculaire du sucre, c'est soit un sucre simple, soit un sucre complexe. Par exemple, le fructose, c'est un sucre simple. Le sucre qu'on mange blanc, c'est un sucre simple. C'est-à-dire qu'il n'est pas composé de beaucoup de molécules et que le corps va pouvoir casser. Et le sucre complexe, à l'inverse, c'est plusieurs molécules qui sont enchevêtrées. Et on pensait, en fait, pas beaucoup de molécules, on les digère, on les coupe facilement et ça va faire monter très fort. Et beaucoup de molécules, on les coupe, c'est plus lent et donc c'est lent. Et en fait, non, on s'est rendu compte que non, c'était pas exact ça. Qu'il y avait des sucres complexes qui en fait faisaient beaucoup monter la glycémie. Et ça, c'était dû à la structure de l'amidon à l'intérieur. Mais après, on n'a pas besoin de connaître tous ces détails-là. En fait, et c'est ça parfois qui fait un peu peur, c'est qu'on se dit, oh là là, mais ça va être ultra complexe, il faut savoir tout sur tous les aliments. Mais en fait non. Oui, il y a quelques aliments à savoir, genre bien choisir sa farine, bien choisir ses sucres. Et après, des petites astuces sur... comment bien manger. D'accord. Et ça suffit. Alors, rentrons quand même donc, dans peut-être un petit tableau de vas-y pas. Ok. j'y vais pas. Qu'est-ce qui est... Donc, on a bien compris les fruits, les légumes, les fibres, les légumineuses, et du coup, les noix oléagineux aussi, j'imagine. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il y a quand même des fruits qui sont plus index glycémique élevé ou bas que d'autres? Oui, tout à fait. Par exemple, le raisin, c'est un index glycémique très élevé. La banane très mûre, c'est un index glycémique très élevé. À l'inverse, tout ce qui est fruits rouges, c'est un index glycémique beaucoup plus bas. Les pommes, les poires. Mais c'est aussi... je pense que c'est pas bien de manger du raisin. En fait, c'est pile la période. Oui, et je pense que c'est une erreur de se dire... faut plus que je mange de fruits parce que c'est un index glycémique élevé. Parce que si je mange mon fruit tout seul au goûter, ça va me faire un maxi pic. Oui, c'est peut-être pas l'idéal. Moi, je l'accompagnerais sans doute d'autres choses. Peut-être d'une poignée d'amandes, justement, pour baisser l'index glycémique. Mais les fruits, c'est quand même... moi, je dis c'est les bonbons de la nature. Ils nous apportent plein de vitamines, plein de minéraux, des polyphénols qui sont les défenses de la plante. Et tout ça, c'est ultra important. Donc, moi, si je dirais il y a un truc à enlever de son alimentation, c'est surtout pas les fruits, quoi.
Ok, très bien. Ensuite, tu nous as parlé donc des protéines. Est-ce que là, on parle des protéines végétales ou animales, ou les deux sont bien? Alors, les deux sont bien, les deux sont IG bas. Après, les protéines végétales, elles ont l'intérêt d'apporter beaucoup de fibres dont on parlait, donc c'est intéressant. C'est bon pour le microbiote, donc au contraire, ça peut être bien d'en rajouter dans son alimentation. On sait aussi que la viande fait monter l'insuline. Alors, en fait, il y a l'index glycémique, mais il y a la charge glycémique, parce que si tu manges un raisin, un seul grain de raisin, ok, ce sucre va passer rapidement dans le sang, mais il est tout seul, donc il ne va pas y avoir un maxi pic à lui tout seul, puisqu'il n'apporte pas beaucoup de sucre. Donc ils ont dit, mais on va mettre un nouveau indice qui serait la charge glycémique, qui prendrait en compte à la fois la quantité et à la fois l'index glycémique. Et puis après, ils se sont dit, oui, mais il y a des exceptions à la règle. C'est qui ils, quand tu dis ils? C'est des chercheurs, en fait. C'est des chercheurs. Il y a les leaders d'opinion qui donnent les recommandations. Oui, il y a notamment une grande chercheuse en Australie qui est vraiment à la proue de ça, de l'index glycémique, à l'université de Sydney. Et alors, du coup, ils ont aussi fait des recherches sur l'index insulinique, c'est-à-dire les aliments qui font monter l'insuline sans faire monter la glycémie. Et c'est le cas de tous les produits laitiers. C'est le cas de tous les produits laitiers qui font monter l'insuline sans qu'il y ait trop de sucre dans le sang. Ouais. Alors, c'est dû à quoi ? Sans doute parce qu'à l'intérieur de ces produits-là, il y a des facteurs de croissance, puisqu'ils sont destinés normalement aux petits animaux pour les faire grandir vite. Aux veaux, aux cabris. Voilà. Donc, là aussi, on sait que certains produits laitiers, s'ils sont égouttés, ils vont avoir moins de lactosérum, donc ça fera moins monter l'insuline, mais on sait qu'en tout cas, il faut aller mollo, tu vois, dans le scope des protéines. Tu m'as dit les viandes, poissons, œufs, tout ça, c'est super. Après, à varier pour pas non plus manger que de la viande rouge ou que des volailles. Voilà. Les légumineuses, c'est très bien aussi. Et les produits laitiers, je dirais plus doucement sur les produits laitiers et choisir plutôt des produits laitiers de petits animaux comme chèvres, brebis, parce que justement, ils ont un peu moins de facteurs de croissance que le lait de vache. Et idéalement, ces produits laitiers-là, des produits égouttés. Donc le skyr, c'est le cas du skyr. En fait, c'est un produit qui est longuement égoutté. Donc si je voulais classer le top du produit laitier IGB... Le skyr de brebis. Voilà, c'est ça. Très bien. Mais, et les fromages, chèvres et tout? C'est ça. Fromage de brebis, fromage de chèvre. Exactement. À pâte dure ou à pâte molle, peu importe. Ouais. D'accord. Et après, donc, tout ce qui est soja, sétan, très bien protéines aussi. Végétales. Ouais. Ça, c'est aussi très bien. Ok, très bien. Et donc ensuite, tu nous as parlé des graisses qui étaient très intéressantes. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer plus sur ce point? Oui. Les graisses, souvent, ça a été diabolisé. Moi, dans les personnes que j'accompagne, une des portes d'entrée d'intérêt de l'alimentation IGBA, c'est souvent pour perdre du poids. On s'intéresse, je voudrais optimiser ma santé, je voudrais perdre du poids. Et donc, du coup, l'alimentation IGBA, ça peut aider à ça. Et souvent, ces personnes-là, elles se disent, OK, faut que je mange moins. Et donc, il faut que je coupe le gras, puisque le gras, c'est très calorique. Et en fait... Ça, c'est très années 90. Ouais, mais il y a encore beaucoup de croyances là-dessus. Oui, le gras, c'est calorique. Oui, il faut en manger à juste dose. Mais moi, je dis toujours, il ne faut pas manger moins gras, il faut manger mieux gras. Et parce que, justement, il faut bien choisir ses graisses. J'aime bien ça, le mieux gras. Donc, idéalement, des graisses... des oméga 3, donc on va en trouver dans les petits poissons gras. On peut manger du saumon aussi une fois de temps en temps. Ça va être l'huile d'olive, les olives, les amandes, les noix, l'avocat aussi, le jaune de l'œuf, parce qu'il contient aussi du gras. Et ça, c'est intéressant. Ok, donc tu es plutôt quand même dans le gras végétal. Après, tout ce qui est beurre, crème, limité. Alors, la crème... puisque produits laitiers, on va éviter. Après, ça peut être des crèmes de soja, mais bon, des fois,
c'est des produits qui sont puis c'est des produits qui sont des fois ultra transformés et dedans il y a plein de parce que justement des émulsifiants, des trucs lécithines, voilà, c'est pas toujours idéal. Et après le beurre, c'est un gras saturé, donc on évite d'en manger de trop et on essaie de le prendre de bonne qualité et de vraiment se faire plaisir avec aussi, pas justement de... Ok, de temps en temps, une vraie bonne tartine de très bon beurre. Et ça, c'est très bien. Ou même, ça peut être le matin, mais une portion qui est modérée, quoi. Mmh. Ok, très bien. Bon, ça fait déjà pas mal, finalement. C'est cool. Et donc là, 2 questions. Quid des légumes racines, type, tu sais, on m'a parfois dit, il ne faut pas manger de carottes cuites, trucs comme ça. Donc, légumes racines, carottes, patates douces, pommes de terre, voilà. Et puis, les céréales. Ouais. Donc, tout ce qui va être blé, riz, orge, seigle, millet, quinoa. Si je prends la première partie de ta question sur les légumes racines, il y a quand même un légume qui est problématique, c'est la pomme de terre. La pomme de terre, l'amidon dans la pomme de terre fait exploser la glycémie. Donc, on en parlait au tout début. Donc, fait augmenter énormément le sucre dans le sang. Ouais. Okay. En fait, c'est un amidon qui se transforme facilement sous forme de sucre. Peu importe comme il est cuisiné, que ce soit vapeur, grillé. Ouais, alors tu as raison de le préciser parce qu'effectivement, il y a des modes de cuisson qui sont encore pires que d'autres, j'ai envie de dire. Donc, idéalement, si je veux modérer, je vais la manger une fois qu'elle a été cuite, refroidie et avec la peau. Donc, d'accord, ça, donc c'est pas pommes de terre vapeur cuite avec la peau, donc on les choisit bio, bien sûr. C'est ça. Et que je vais par exemple utiliser dans ma salade le lendemain pour... Ok, et ça serait possible. Donc on les cuit en avance le dimanche et ensuite toute la semaine on peut manger les pommes de terre avec la peau refroidie. Yes. Même si on les recuit. Alors oui, un petit coup de micro-ondes. C'est ça en fait, quand on les recuit, il y a ça revient mais pas trop. C'est ça. Ok, ça va. Je vais pas me faire dans les termes techniques, mais oui c'est ça en fait. L'amidon revient mais pas tout à fait, donc on en a quand même moins. Dans l'inverse, ça va être les purées. Parce que là, non seulement ça a été cuit, ultra cuit, mais en plus, déjà en fait fragmenté. Plus le lait dans la purée, plus le beurre, voilà. Mais après, on en reparlera peut-être, parce qu'il y a aussi des façons quand même aussi de mettre même des aliments qui sont pas IGB en soi. On peut quand même, on en reparlera après, des petites techniques qui font qu'on peut quand même en manger. Mais la purée... on évite au quotidien, en tout cas en grande quantité. Les frites, c'est pareil. Bon, ça, on s'en doutait. Voilà, les chips aussi. Et après... Et donc, le reste, par exemple, patates douces, carottes cuites, etc. Alors, patates douces, là, il n'y a pas de souci. Je pense aussi... tu m'as dit les carottes. Oui, alors, carottes cuites, tu sais, à un moment donné, on disait qu'il ne fallait pas manger carottes cuites parce que je ne sais pas quoi. Ouais, en fait, les carottes cuites, c'est un peu quand même pareil. D'ailleurs, ça a un goût sucré. Donc oui, c'est vrai que c'est quand même un aliment sur l'échelle qui apporte plus de sucre qu'un autre légume. Mais ça reste quand même un légume... très intéressant. Ouais. Ok. Après, pareil, c'est pas... Quelqu'un qui est pré-diabétique, on va peut-être se dire, non, doucement sur les carottes cuites. Par contre, les carottes crues, oui, parce que les carottes crues, elles vont apporter plein de bonnes choses. Et puis, vu qu'elles n'ont pas été cuites, elles sont pas... l'amidon n'est pas travaillé de la même façon. Ok, très bien. Et ensuite, donc, ce sujet des céréales. Ouais. Donc, blé, riz, quinoa, millet, orge, seigle, avoine. Alors, c'est là, tout à l'heure, on disait, faut quand même connaître. Et ça, c'est vrai, parce que donc il y a la pomme de terre qui est un peu problématique dans les légumes. Et autre chose qui va être un peu problématique, c'est le blé. Tout ce qui est le blé va faire monter très fortement la glycémie. Le blé plus que tous les autres céréales ? C'est-à-dire que le blé, on le mange très raffiné. En fait, c'est de la farine blanche, même des fois en pâtisserie, c'est T45, voilà. C'est-à-dire qu'on a enlevé toute l'écorce du son, et même ça, après, c'est retamisé pour qu'il ne reste vraiment plus que l'amande, qui est de l'amidon. Voilà. Donc, si, par exemple, la fleur de maïs, tu sais, la maïzena, là, c'est au plafond, quoi. C'est... Okay. Mais après, on n'en mange non plus jamais à la cuillère. Mais voilà, c'est des... Donc la farine de blé... Les personnes qui mangent sans gluten... c'est un problème. Vont consommer quand même pas mal de farine de maïs ou farine de riz. Ouais, alors c'est un problème si on ne mange que ces farines-là. Après, le sans gluten, ça ne veut pas dire sans gluten, je suis obligée de manger. Il y a des sans gluten qui sont IGBA, le sarrasin, le quinoa,
L'amarante. L'amarante. Ouais. Ah oui, non, mais des fois, il faut... Pourtant, je suis calée en céréales et tout bio. Ouais, la farine de teff, j'avoue ouais. que ça, tu vois, C'est, je vais regarder. Donc, ça peut être des alternatives. Donc ça, finalement, les céréales, c'est quand même pas idéal, ou est-ce qu'on peut quand même en manger? Oui, parce un que peu. c'est ce qu'on se disait au départ. On se disait, il faut quand même, ça va apporter de l'énergie à notre corps. Mais par contre, il ne faut pas que ça compose la majorité de notre assiette. Et on va peut-être aussi reboucler justement sur comment manger IGBA. C'est que, OK, on a vu qu'il y avait des aliments qui étaient plus problématiques que d'autres. Mais en vrai, le problème, c'est de manger principalement de ces aliments-là. Si tu en manges un tout petit peu dans le reste de ton assiette, ben, ça va du coup... puisque en fait, il ne faut jamais raisonner à un aliment à la fois. C'est tout le mélange que tu as dans ton estomac. Donc, les recommandations, c'est là où c'est vraiment important, c'est de se dire, j'essaye d'apporter la moitié de mon assiette en végétaux. Et quand c'est la moitié de son assiette, c'est la moitié de toute mon assiette. Il faut imaginer si je mettais tout mon repas sur une assiette. Et là... parce que sinon, sur mon plat, j'avais bien la moitié, mais j'ai mangé du pain, j'ai mangé une entrée qui contenait un yaourt, etc. Donc, j'essaie d'avoir la moitié de mon assiette repas en végétaux. Ça va avoir plusieurs avantages. Ça va apporter des fibres qui vont ralentir la vidange gastrique. Comme je mange beaucoup de végétaux, je peux pas dilater mon estomac plus au bout d'un moment. Donc, le fait d'apporter plus de bons végétaux, ça va chasser aussi la tendance qu'on a à vouloir mettre trop de céréales, trop de pâtes, trop de pain. Si j'ai déjà pris une entrée de crudité, ensuite dans mon assiette, j'ai vraiment fait attention à ce qu'il y ait plein de légumes, je ne vais pas pouvoir manger derrière encore une grosse assiette de pâtes et puis plein de viande. Et puis, donc c'est une bonne astuce en fait de voir les choses comme ça. Et là, moi je te réponds, mon fils qui rentre du sport, 15 ans, meurt de faim et se fait 500 grammes de pâtes. Alors, il se les cuit. Donc du coup, ça fait une quantité de pâtes comme ça. Parce que voilà. Et moi, je lui dis, pourtant, tu vois, il est éduqué depuis qu'il est né à manger vraiment plus végétal et plus varié. Et là, tu vois, par exemple, en ce moment, je suis quand même un peu confrontée à son refus, non, j'ai faim, je mange ça, pâtes, fromage et un peu de légumes à côté, mais surtout pas mélangés, quoi. Ouais. Alors, j'ai eu envie de dire plein de choses. Premièrement, les enfants, c'est pas des mini-adultes. On veut toujours... là, les recommandations que j'ai faites, oui, c'est des recommandations santé qui s'appliquent à tous les membres de la famille, mais c'est pas, on n'a pas besoin non plus de leur mettre des règles très strictes. Les enfants, ils ont un métabolisme de feu. Normalement, voilà, ils sont beaucoup plus dehors que nous, moins sédentaires et autres. Même si c'est pas toujours le cas, j'entends. Mais donc, première chose. Ensuite, tu as dit, mais là, il est moins réceptif, ça devient plus compliqué. Et ça, c'est vrai qu'il y a dans cette période. Il y a des phases où c'est beaucoup plus compliqué. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que l'idée par l'exemple, mener par l'exemple. Et qu'il y a certainement des moments de la vie qui vont être plus compliqués. Mais voilà, si déjà, en fait, des petits, ils ont eu les bonnes bases, genre tu vois, acheter de l'huile d'olive, quand ils vont s'installer tout seuls, ils vont pas forcément aller s'acheter de la margarine si moi j'en ai jamais eu dans mes placards, et ils vont plutôt tu vois, avoir ces bonnes habitudes là. Donc moi je me rassure un peu comme ça. Et puis ensuite tu as dit il est sportif, il revient de son match ou de son entraînement. Donc déjà là il y a un gros facteur qui est différenciant. Tu vois, moi, les personnes que j'accompagne qui sont en surpoids, généralement, ça va être des femmes entre 40, 60 ans qui sont plutôt sédentaires. Donc, clairement, ça serait néfaste d'avoir ce gros plat de pâtes. Ton fils, oui, c'est peut-être pas l'idéal santé, mais mine de rien, il va refaire ses stocks de glycogène dont on parlait tout à l'heure, les stocks de ses réserves de sucre dans les muscles, dans le foie. Il en a besoin pour la construction musculaire. Tu vois, ça fait sens aussi. Et après... dernière chose que je dirais, c'est que moi, la façon où vraiment je trouve des fois ça les aide, les ados, c'est de se dire, attends, si tu manges IGBA, tu vas avoir moins d'inflammation dans le corps, tu vas avoir une plus belle peau, tu vas être plus en forme. Mais c'est vrai. Et même par rapport aux performances sportives, tu vois, le fait de manger des légumes, tu vas avoir des fibres, des minéraux, des polyphénols dont on parlait tout à l'heure. Tout ça, c'est des outils que tu donnes à ton corps pour fonctionner au mieux. Et tu vois, essayer de
de les convaincre, entre guillemets, de cette façon-là, plutôt qu'en frontal en disant ça c'est nul, il ne faut pas manger ça, parce que du coup, en fait, là, c'est juste une parole contre une autre, quoi. Ok. Pour aller plus loin donc, dans cette façon de manger IGBA, est-ce qu'il y a des règles par exemple, ou quand on se dit, voilà, si je mange des pommes de terre, tu nous as bien dit, c'est plutôt avec la peau bio et refroidi à manger le lendemain. Ouais. Ok. Après, les pâtes, bon, ça va, par exemple, si on a fait pas mal de sport et puis peut-être blindé d'huile d'olive et de légumes, voilà, mélangés. Est-ce qu'il y a comme ça des règles un peu pour diminuer l'index glycémique en général ? Oui. Donc tout à l'heure, je t'en parlais de l'entrée, de la crudité. Ça, c'est vraiment une bonne astuce, en fait, de commencer ses repas par ça, pour plein de raisons. Parce que déjà, ça demande de la mâche, en fait, les crudités. Donc, ça va laisser le temps au cerveau de se dire, oh là, on est en train de manger, il va bientôt falloir déclencher le signal de la satiété. Et puis, parce que du coup, on va commencer par mettre des fibres dans son estomac et ça va permettre de ralentir la vidange gastrique. Donc, des fois, on dit, ah oui, ça va tapisser de fibres. Enfin, bon, c'est un peu imagé, c'est quand même plus subtil que ça, mais c'est vrai que c'est intéressant. Donc, on commence par des crudités, le hors-d'œuvre de grand-mère. Ou alors, voilà. C'est assiette ça. De crudité. Non, mais et tu vois, et est-ce que du coup l'assaisonnement compte ? Oui, c'est ce que j'allais dire. On nous bassine avec le vinaigre depuis un petit moment. Alors ça, c'est vrai. Alors c'est vrai qu'il est beaucoup revenu à la mode là dernièrement, mais c'est des études qui datent d'il y a longtemps. On le sait depuis longtemps. Oui, manger du vinaigre en début de repas, ça fait baisser la glycémie. Alors ça fait pas baisser la glycémie, c'est juste que on digère moins facilement l'amidon qui est à l'intérieur et donc du coup ça va moins faire monter la glycémie. Mais c'est quoi, le shot de vinaigre horrible qui te bourre, qui te détruit l'œsophage, ou est-ce que c'est finalement l'assaisonnement vinaigre huile d'olive Alors les deux ça marche, mais en fait on n'a pas besoin d'avoir ce shot de vinaigre au départ en fait, juste de mettre du vinaigre. Soupe de vinaigre. Mais oui. Et en fait c'est pour ça que moi je trouve que c'est trop bien les crudités parce que on met du bon gras dedans. On met du vinaigre, de l'acidité, on a de la mâche, on a des légumes dès le début. Et tout de suite, en fait, on va moins se jeter sur le reste, en fait. Donc ça, c'est une très bonne façon de baisser l'index glycémique du repas sans rien changer, en fait. Okay. Et là, on va aller dans la saison de la soupe. Mais ça peut être aussi une bonne façon de commencer son repas par une soupe à la place de la crudité, parce que c'est vrai que quand il fait moins chaud, on a moins de salade, etc. Mais c'est aussi une bonne alternative. Ok, donc pas trop de pommes de terre dans la mais soupe, par contre, voilà. Même un peu si on la refroidit. Ouais, alors là, je suis refroidir la soupe et... Ouais, je suis moins... Non, ouais, c'est mieux des veloutés de légumes, quoi, où t'as pas de pommes de terre dedans. Ok, on peut mettre par contre les lentilles corail, pois cassés dans les soupes. Ça, c'est très... Parce qu'il y a un peu un besoin d'onctuosité quand même dans la soupe. Ouais, c'est vrai. Et après, ce qu'on peut faire aussi pour rendre un petit peu plus onctueux la soupe, j'avais fait un velouté de chou-fleur et dedans, on met des amandes. Et on peut se dire, ça va être un peu bizarre. Et vraiment, on peut, ça donne une et tu les fais cuire dans l'eau ? Dans l'eau. Dans la soupe ? Ouais. Okay. Avec. Je mélange tout, quoi. Donc après, ça peut être ça aussi de se dire, pour apporter un petit peu d'onctueux à sa soupe sans faire monter la glycémie. Et il y a des légumes aussi qui s'y prêtent mieux. Genre le potimarron, en ce moment, ça apporte très facilement de l'onctuosité à la soupe. La patate douce aussi. Voilà. Ok, très bien. Donc, crudité ou soupe. Voilà. L'acidité, on en a parlé. Le citron, ça marche aussi, mais un peu moins bien. C'est pour ça qu'on en parle moins, parce qu'on pourrait se dire, le citron, c'est de l'acidité. Mais par rapport, c'est pas le même acide. C'est de l'acide citrique, acide acétique. Donc, c'est pour ça que les deux fonctionnent, mais le citron fonctionne un petit peu moins bien. N'importe quel vinaigre, vin, cidre, ce qu'on veut. Alors, oui, sauf le vinaigre balsamique, qui est moins... ultra sucré. Qui est ultra sucré. Et puis, là aussi, des fois, on trouve... des aberrations, des crèmes. Voilà, des velours de... en fait, là, on n'est plus du tout dans le vinaigre, quoi. Donc du vinaigre, oui, de vin ou de cidre, mais... après, autre technique dont on s'est dit pour baisser l'index glycémique, avoir du gras dans son repas. Donc ça, on en a parlé tout à l'heure aussi. Pas juste... Alors, c'est vrai que le gras apporte de la calorie, mais il faut justement... ça apporte aussi beaucoup de satiété. La protéine aussi, on en a parlé tout à l'heure. Et puis,
Je suis en train de réfléchir. Donc ça, il y a quand même un peu un ordre, du coup, là tu nous parles d'un ordre. C'est ça que je voulais te dire. Donc commencer par soit légumes crudités, soit soupe. Ensuite, donc protéines et légumes avec beaucoup de gras à mélanger. Enfin, avec du gras raisonnable. C'est ça, en quantité adaptée. 1 ou 2 cuillères à soupe d'huile d'olive, par exemple. En fait, ça dépend aussi un peu de ton objectif. Moi, les personnes que j'accompagne qui veulent perdre du poids, pour perdre du poids, il faut un déficit calorique. Donc, il y a un moment, on est bien obligé de jouer sur certaines quantités. Donc, on ne peut pas se dire, j'arrose de gras comme ça. Mais oui, c'est comme tu as dit, une cuillère à café dans son entrée. Sur ces légumes, j'ai mis de l'huile d'olive dans ma poêle pour les faire revenir. Donc, voilà, ça y est, j'ai déjà du gras, en fait. Okay. C'est pas que vapeur à l'eau. Et puis, ce que tu disais, l'ordre, ça compte. C'est-à-dire que si j'ai envie de me faire plaisir avec une pomme de terre, par exemple, mettons, je pense au déjeuner du dimanche avec de la grand-mère, là, avec l'entrée, le poulet, les frites. En fait, je vais essayer de retarder le moment où je vais manger ces aliments qui contiennent de l'amidon. Donc, les pâtes, les pommes de terre, etc. Et je vais les garder en plus petite quantité. Et sinon, je peux aussi me dire, j'ai très envie de me faire plaisir avec le dessert du dimanche. En fait, vu qu'il arrive à la fin, je peux quand même, en fait, tant que ça reste... je ne vais pas manger la moitié du gâteau, mais je peux en manger une petite part. Si tout mon repas il a été fait de viande, de crudité, de fibres, etc., ça passe, en fait. Ok, donc retarder au plus tard. Finalement, moi, quand je t'entends... c'est ça, en fait. Il faudrait qu'on mange comme nos grands-mères, avec entrée, plat, dessert éventuellement, bien un ordre, prendre son temps et manger vraiment de façon ultra simple, quoi. Ouais, en fait, l'alimentation IGBA, c'est l'alimentation du bon sens, en fait. Il n'y a rien d'inventé d'extraordinaire, mais c'est juste remettre la lumière sur l'importance de certaines choses, donc du vrai manger. Pas de l'alimentation ultra transformée, ultra rapide, parce que ça, on sait qu'en fait, ça fait monter la glycémie, l'insuline. Et du coup, ça veut dire que je replace mon alimentation au cœur de ma vie. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que on a beaucoup de contraintes, beaucoup d'injonctions de tous les côtés. Mais pourtant, c'est essentiel, parce que bien manger, c'est vraiment... Moi, faut le voir, c'est le carburant de notre corps. C'est OK, on veut... faire plein de choses, mais si on donne pas le carburant à la machine, on va pas aller loin, quoi. On va revenir sur ça, sur le lifestyle. J'ai encore une petite question sur l'ordre, parce que est-ce qu'il y a un ordre, par exemple, petit déjeuner, déjeuner, dîner, est-ce qu'il y a un ordre dans la journée où on doit manger plus gras ou plus amidonné ou plus fibres en fonction de l'heure de la journée? Ok, super intéressant ta question, parce que c'est vrai que ça rebondit sur beaucoup de préjugés aussi. En fait, l'alimentation IGBA, c'est à chaque repas que c'est remis en jeu. Okay. Il n'y a pas un repas où on peut se dire, là, c'est le petit déjeuner, on s'en fiche, ou là, c'est la... Donc, oui, mais alors, le hors-d'œuvre du petit-déj, c'est carottes râpées dès le matin. Mais alors, du coup, voilà, c'est ça. C'est plus compliqué d'avoir des fibres, des légumes le matin, même si c'est possible, mais ça c'est beaucoup plus challengeant. Ça demande de changer les habitudes. Par contre, on peut avoir du bon gras dans les œufs, on peut avoir du bon gras dans les amandes, on peut avoir les produits laitiers. Si j'en mange pas plein dans ma journée, je peux en avoir un petit peu le matin. Je peux avoir des fibres de mes céréales. Les flocons d'avoine, s'ils sont pas ultra cuits en porridge, ça peut être intéressant. Donc oui, ça c'est possible. Ouais. Ok, très bien. Et peut-être, attends, tout à l'heure tu voulais me dire les glucides le soir ou quand est-ce que je dois les prioriser. Dessert, enfin voilà, est-ce qu'il y a des fruits, ils doivent pas être mangés à un moment donné? Après, en fait, ça dépend aussi beaucoup de ton lifestyle, de tes habitudes de vie. Parce que tu peux, autour de ta pratique sportive, tu peux te permettre d'avoir une fenêtre où tu as plus de glucides à ce moment-là. C'est plus si tu es sédentaire, dans ce cas-là, il faudra que ça soit un peu modéré tout au long de ta journée. Ok, très bien. Donc finalement, glucides un peu le matin, un peu le midi, un peu le soir, c'est OK si ça arrive plutôt en fin de repas. Ouais. Ok. C'est pas les premières bouchées en fait de ton repas. Donc par exemple, typiquement, tu vas au restaurant, la corbeille de pain, tu l'oublies. C'est pas ça. Ça c'est Pourquoi vraiment. Pourquoi ils nous servent ça là? Arrêtez les restaurateurs. En plus, il est trop bon votre pain et ça nous pourrit tout notre équilibre alimentaire. Mettez-nous des carottes en bâtonnet. Voilà. Mais ça veut dire aussi à la maison, est-ce que c'est la peine de mettre
le pain ou de prédécouper une tranche de pain à côté de chaque assiette avant de commencer, par exemple, c'est peut-être pas la meilleure idée parce qu'en fait, on va être tenté. Et autant, moi, je suis pas pour s'interdire les choses. Interdire, c'est finalement, ça finit par inciter parce que ça fait une tentation. Ça revient en boomerang. Ouais. Mais c'est plutôt se dire, je choisis au bon endroit, la bonne quantité et de bonne qualité. Ok, hyper intéressant. Pourquoi est-ce que c'est si dur d'y arriver, Alban? Parce que, moi, je pense que, tu vois, si on avait fait un micro-trottoir, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'on aille le faire un jour. David me dit non. Mais je pense que si on va faire un micro-trottoir dans la rue, tout le monde va dire comment il faut faire pour bien manger. Plein de gens vont dire qu'il faut manger des fruits et des légumes, il faut manger des protéines, faut pas manger trop de beurre et trop de bonbons. Et voilà, tu vois, je pense que tout le monde sait, quoi. Pas de soda. Mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas? Parce que, en fait, l'alimentation, c'est une des façons qu'on a de s'apaiser aussi, de s'apporter du bien-être. Et que si j'ai un travail qui est stressant, donc j'ai pas de reconnaissance dans mon travail ou que ça m'apporte plus de stress que de bien-être, à la maison c'est compliqué, au lieu de m'apaiser par exemple avec des câlins, des massages, des mots doux, c'est de la tension parce que on a des exigences, etc. Si en fait ce soir-là j'ai pas pu voir des amis, j'ai pas eu de moment à moi, etc. En fait, tu arrives à la fin de ta journée, à quel moment tu as pu te faire du bien, te faire plaisir? Aucun moment. Et ton corps, il est là. Mais là, il nous reste 2 heures pour vraiment se recharger et pouvoir s'apaiser pour dormir. Et tu dézingues le placard, en fait. Tu manges les chocobonbons des enfants ou je ne sais quoi. Parce que en fait, ton corps, il est ultra intelligent. Il se dit, ça, on sait que quand on en mange, c'est 100% du temps, ça nous fait du bien. Donc, allons-y, en fait. Donc, il cherche sa survie. Il cherche mais c'est pas le bon moyen. Donc, justement, il faut lui montrer une autre façon. Et ça peut être aussi intéressant de se dire, si j'ai beaucoup, beaucoup de mal avec l'alimentation, à moins mettre d'enjeux sur l'alimentation, comment, dans ma vie, je pourrais apporter du plaisir autrement? Et ça, il y a aussi beaucoup de personnes qui disent ok, mais si tu m'enlèves le plaisir de l'alimentation, qu'est-ce qui me reste? Exactement. C'est vraiment toujours un peu la phrase qu'on nous sort dès qu'on commence un peu à donner conseil. C'est il faut bien se faire plaisir, mais il n'y a plus de plaisir. On l'a eu d'ailleurs dans 1 ou 2 commentaires il n'y a pas très longtemps. Non, c'est dans un de mes lives sur mon application où une amie diététicienne venait parler. Et du coup, la personne répondait mais c'est horrible tout ce qu'elle dit, il n'y a plus de plaisir. Mais est-ce que l'alimentation est là que pour nous faire plaisir? Je pense qu'il y a aussi, on met peut-être trop on a peut-être mis trop d'importance à l'alimentation, peut-être. Ouais. Moi, je dis toujours, mais on n'est pas obligé d'avoir un orgasme à chaque bouchée, à chaque repas. Enfin, moi, des fois, j'ai des repas, c'est moche, c'est bon, ça me satisfait. Mais c'est pas non plus le kiff du siècle. Et c'est OK, en fait. Ça, c'est aussi tout à fait possible. Mais c'est juste parce que, du coup, dans le reste de ma vie, j'ai réussi aussi à avoir d'autres plaisirs. Et des fois, c'est aussi s'autoriser à chercher, à explorer. Est-ce que c'est de la peinture numérotée, des crochets, de la marche, je sais pas, une activité en ligne? Peut-être se dire, tout ce temps-là où je vais plus manger, grignoter, qu'est-ce que je vais faire à la place? Ça marche avec les enfants, ça aussi, parce qu'on a beaucoup d'enfants finalement qui savent qu'il faut pas manger ça, mais qui en ont vraiment envie. Je trouve que finalement, il y a beaucoup d'actes adultes j'ai absolument besoin de mon chocolat à 11h, qui sont un peu finalement infantiles, ou peut-être que c'est des réminiscences de l'enfance. Ouais. Souvent, des adultes vont finalement manger des bonbons, des trucs qu'ils n'avaient pas le droit de manger enfant. Ah oui, okay. Ils vont se remettre dedans. Est-ce qu'il y a un peu un rapport à comment est-ce qu'on donne aux enfants du plaisir qui n'est pas que alimentaire? Ouais. Et moi, il y a quelque chose, par exemple, qui me choque toujours, c'est si tu t'es fait mal, je vais te donner un bonbon ou je vais te donner quelque chose de sucré, tu vois, quelque chose de l'habitude aussi. Et ça, c'est vrai que c'est le circuit de la récompense c'est aussi. Ça, exactement. T'as bien fait ton exercice, t'as le droit à un Et petit l'alimentation, chocolat. Elle devrait pas être là pour ça.
bien manger, nous en France par exemple, on socialise énormément autour de l'alimentation. En fait, c'est très rare qu'on invite quelqu'un sans lui dire viens café, manger, viens dîner, viens pour le goûter. En fait, viens à la maison. C'est pas si. En fait, c'est vraiment pas où viens, on va marcher ensemble avec une amie. Finalement, c'est pas si intuitif que ça. C'est déjà un peu bizarre parce que en France, on socialise autour de l'alimentation principalement. De la table. Mais après, c'est pas de s'en couper, c'est juste de le conscientiser, de se dire à la rigueur, je vais faire pareil, comme je te disais, de la qualité, de la quantité qui me convient. Et puis, moi, je vais essayer en tout cas de pas associer alimentation et récompense parce que, comme tu le disais, on le fait avec les enfants et du coup, on le reproduit une fois adulte. Je sais pas, j'ai eu une promotion, on va fêter ça avec un bon gueuleton, j'ai bien réussi, je m'offre une petite récompense ou je sais pas, j'ai eu une prise de sang, allez, je me récompense avec un cookie. Est-ce que finalement c'est le plus pertinent, quoi? Alors du coup, on fait quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on apprend à méditer avant de manger? Est-ce qu'il faut se mettre à faire de la danse, du macramé, du chant choral? Qu'est-ce qui marche? Toi, tu as quand même beaucoup d'expérience d'accompagnement. Ouais. Qu'est-ce qui marche pour un peu arrêter de toujours attendre de l'alimentation qu'elle nous fasse aller mieux en termes de plaisir? Ce qui marche déjà, c'est d'en prendre conscience. Parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont même pas conscience. Et en fait, quand tu mets de la lumière dessus, c'est là que tu dis « Ah oui, c'est pas tellement... ça résonne pas, c'est pas ça que je veux. » C'est aussi s'autoriser à tester des nouvelles choses et à ne pas aimer des choses. Parce que, par exemple, quand on commence la méditation, moi, je connais personne qui a démarré en disant « C'est le kiff total. » Non, c'est je m'ennuie, puis alors je pense à tout un tas de trucs, puis alors j'y arrive pas. Puis, et ça, on se met en... Finalement, quelque chose qui devait nous apporter du bien nous fait ressentir de l'échec, de la culpabilité. Donc, c'est se dire, je vais tester des choses, en fait. Et aussi, je vais tester, je vais peut-être pas aussi tout de suite aimer. Comme on dit aux enfants, 3 bouchées pour aimer, il faut tester 7 fois un aliment, etc. Mais c'est la même chose. Et tu vois, pour le sport, c'est la même chose. On dit, ah oui, le sport, le plus important, c'est de faire le sport que tu aimes. Ouais, mais sauf qu'en fait, au départ, quand tu commences une activité sportive et que tu n'en as pas du tout fait, tu vas rien aimer jamais, en fait. Faut aussi se dire, ok, je teste pendant 3 mois et je m'autorise à pas aimer, puis au bout de 3 mois, je réévalue. Là, vraiment, si c'est juste un enfer, j'arrête. Mais se dire, si... ça ne me fait pas le déclic, le waouh tout de suite, c'est peut-être normal, puis c'est OK. J'aime cette notion de temps, d'accepter que ce ne soit pas tout de suite parfait, que ce soit pour l'alimentation ou pour les autres plaisirs. C'est vrai qu'on vit comme ça dans cette société d'immédiateté, l'immédiateté du plaisir par l'alimentation, clairement, mais aussi de trouver tout de suite du plaisir quelque part. Maigrir, 100% plaisir, des trucs qu'on voit comme ça. Je pense qu'en fait, on attend trop d'avoir trop de plaisir tout le temps. Et en fait, la vie, c'est pas d'être tout le temps dans le plaisir en permanence, même s'il en faut. Et on n'est pas non plus 100% extatique en permanence, quoi. Ouais. Il y a une citation, c'est Jean d'Ormesson qui dit « La vie n'est pas une fête permanente ». Et c'est ça. Ça ne veut pas dire non plus que c'est un enterrement permanent, mais il y a des pleins et il y a des déliés. Et c'est normal, quoi. C'est ça aussi qui fait que c'est parce que c'était fade à un moment que c'est particulièrement savoureux derrière. Et c'est la même chose. Si je sers ta pâtisserie préférée matin, midi, soir, au bout de 3 jours, tu n'en peux plus, quoi. Donc, c'est ça aussi. Alban, si je suis une maman, donc généralement un peu un parent, on va dire un parent, parce que mon mari, lui, fait très souvent à manger, donc un parent, donc prescripteur pour la famille, qui va faire le repas et qui, ce soir, va préparer un repas IGBA, donc carottes râpées, betteraves rouges en entrée, poisson gras, donc du maquereau avec... du quinoa et plein de légumes avec de l'huile d'olive et en dessert des bananes par exemple et là toute la famille va tirer la tronche, mais qu'est-ce que c'est papa que ce dîner, ou maman, moi je voulais une pizza, ou normalement le mercredi c'est ravioli. Qu'est-ce qu'on dit? Alors déjà je dirais que ce qui marche bien, c'est de faire en amont avec eux. C'est de les inscrire en fait dans le processus de préparation. Alors pas forcément cuisiner, parce que s'ils ont des entraînements et tout ça, c'est pas toujours évident. Mais déjà dans l'idée du menu de la semaine. Moi, je suis fan de faire un menu parce que ça permet justement beaucoup d'éviter
les repas où justement on va faire des pâtes parce qu'on arrive à la maison, on est claqué, il n'y a rien dans le frigo qui va, et donc on se rabat sur des produits qui ne sont pas forcément optimaux pour la santé. Donc vraiment faire un menu, c'est chouette, et ça permet du coup d'inclure les enfants. Et de leur dire aussi, peut-être on peut leur présenter tu vois, un livre de recettes ou des recettes qu'on a présélectionnées, ou même qu'eux ils disent moi j'ai envie de ça, et de voir comment on peut en faire une option qui soit quand même plus saine. Ça marche bien. Et aussi de se dire que changer, ça prend du temps. Oui, par exemple, quand je fais un atelier de cuisine et c'est dur parce que elle a passé plein de temps, la personne que je suis, à faire son truc et tout. Et puis alors, il dit oui, donc c'est orange maintenant, tu mets du curcuma partout. Voilà, la soupe à la grimace de la famille, on voit très bien. Et là, il n'y a rien de pire, en tant que parent. Tu vas au marché, tu achètes le truc, c'est super bon, tu cuisines, tu fais attention. Et là, c'est je déteste, c'est horrible, il n'y avait pas des pâtes. Ouais. Donc, c'est trouver en fait des pas de côté pour que ça soit à mi-chemin, puis petit à petit, de plus en plus. On peut y aller un peu frontal. Après, tu peux, mais ça dépend de tes enfants. Moi, parfois, je leur dis, si vous voulez des pâtes au fromage tous les soirs, il faut changer de maman. Ah oui. Généralement, après, ça ne branche plus. Je sais pas, ça dépend de la relation avec tes enfants. Mais oui, de toute façon, il y a un moment, tu seras bien obligé de passer le cap. Mais je trouve par contre qu'en tant que parent, on a aussi une grande responsabilité, parce que c'est nous qui achetons les produits, qui les mettons dans les placards. Donc déjà, si on leur donne ces alternatives qui sont bien, c'est sûr que si je remplis mes placards de céréales industrielles pour le petit déjeuner, ça va être beaucoup plus dur. Déjà, ça va être... la guerre le matin, dire non, t'en manges mais pas trop, ou alors tu mets un fond de flocons d'avoine par-dessus tes chocs à pic, je suis pas sûre que ça marche bien, quoi. Donc que si on se dit ok, en fait on fait un muesli maison, c'est plus compliqué. Je peux aussi acheter du muesli du commerce et mettre du son d'avoine dedans, ça va baisser l'index glycémique puisqu'il y aura plus de fibres. Donc ça peut permettre. Mais je pense vraiment les investir, avoir les bons produits à la maison. Ça peut aider, mais j'ai pas de baguette magique. Non, mais c'est vrai que je pense que c'est aussi bien de dire que on n'est pas seul face à ces difficultés familiales, parce qu'en fait, beaucoup de gens vont avoir l'impression que c'est impossible de changer parce que, en fait, finalement, tout l'entourage, qui ne veut pas forcément du mal, mais en fait est un peu dans son espèce de cercle confortable. Moi, je le vis beaucoup avec les adolescents. C'est vrai que parfois, les petits de 5-6 ans, tu arrives un petit peu plus à maîtriser, puisque même si ça râle, bon, t'arrives à dire c'est comme ça. Les ados, c'est plus difficile. Et puis quand le conjoint, par exemple, un soir s'y met aussi, parce que vraiment il aime pas, c'est quand même... Mais c'est pour ça que je trouve que d'impliquer, c'est plus facile, parce que même si toi tu te mets dans la position inverse, est-ce que tu aimerais qu'on t'impose tu vois, certains plats, certains repas? Pas forcément. Donc c'est pour ça aussi que je trouve que c'est bien d'impliquer en se disant... Ok, on choisit ensemble, on fait des compromis. Peut-être que moi, il y a des soirs, je vais manger un truc, c'était pas ma préférence, mais ok, on a fait 50-50 plutôt que c'est moi et ça descend. En fait, la décision, elle est descendante, elle est plus compliquée aussi à accepter comme ça. Finalement, manger même à la maison, c'est politique. On peut trouver des compromis et être déjà dans le juste milieu de chacun. Et tu vois aussi, je trouve, quand on fait les repas, quand on prévoit les repas, se dire c'est la saison de ça, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'on peut trouver comme repas, s'intéresser aussi, dire tiens, dans le potimarron, il y a quoi, et leur faire comprendre que il y a des caroténoïdes, c'est hyper intéressant, tiens, ça sert pour la santé de ça et ça. Alors bon, on n'a peut-être pas forcément le temps, mais en tout cas moi je le prends, parce que je pense qu'on a tous 24 heures dans une journée, et c'est sûr qu'on est très happé par plein de choses. Moi je trouve que ça devrait être une priorité, mais après chacun fait non, mais je suis tout à fait d'accord. Et aussi d'expliquer pourquoi on choisit ça pour eux, que ce soit le conjoint ou les enfants, ou même pour les collègues, par exemple. Tiens, mange ça, les lentilles, après le sport, c'est quand même vraiment bien, tu vas vraiment mieux dormir, tu vas mieux digérer. Ça permet aussi d'avoir une adhésion. Ils vont se sentir chouchoutés, même si c'est pas super le goût. Ma mère, elle fait vraiment attention à moi. C'est pour eux, pas contre eux. C'est vraiment, on fait ce choix-là parce que franchement, c'est le meilleur pour toi. Et aussi, des fois, dire, ok, t'aimes pas ça, comment on pourrait faire pour que tu aimes? Donc, est-ce que c'est
Tu vois, je pense qu'il y a une recette, c'est des croquettes de chou-fleur. Mon petit qui a 4 ans, il adore ça. Mon plus grand qui a 11 ans, pourtant il mange vraiment de tout. C'est ce que je dis dans mon livre, j'ai des testeurs incroyables parce qu'ils sont très très conciliants. Mais ça, c'est vraiment pas son truc. Ok, du coup on s'est dit, est-ce qu'on met des épices? Est-ce qu'on met une sauce? Est-ce qu'on fait un simili ketchup? Est-ce que même j'essaye de trouver un ketchup sans sucre ajouté qui soit pas trop cracra au niveau de la compo. Ok, j'ai fait une concession et lui il en fait une en fait. Et effectivement avec ça, avec un peu de fromage dessus, ça passe, c'est ok. Et voilà, je lui en sers pas non plus tous les soirs, quoi. 3 questions très courtes, réponses très courtes. Le tout protéine, oui, non? Non. Ok. Les fruits à la fin du repas, oui, non? Oui. Ok. C'est dur de pas développer. Non, mais c'est bien. Et thé ou café? Thé vert. Buvez du thé vert. Ok. Merci beaucoup Alban. Je rappelle ton livre Ma journée IGBA avec plein d'infos pour vraiment bien comprendre et des recettes. Où est-ce qu'on te retrouve? YouTube, tu as un site, tes réseaux sociaux? Oui, alors je suis sur YouTube, sur Instagram, sur mon site, c'est Cuisiner IGBA partout. Cuisiner IGBA. Alban Reclus, merci infiniment. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que vous allez manger ce midi ou ce soir après avoir écouté ce podcast? Crudité en entrée avec petit assaisonnement. Et ensuite, tout à la fin du repas, les pâtes, le quinoa ou le petit gâteau en dessert. N'hésitez pas à commenter, racontez-nous ce que vous en avez pensé, comment est-ce que vous arrivez à changer progressivement votre alimentation, parce que c'est à nous, consommateurs, de faire changer le monde. Le changement vient par le bas et c'est à chacun de nos choix alimentaires quotidiens qu'on arrive tout doucement à faire changer ce qu'on voit sur les marchés, au supermarché et aussi à la cafétéria du bureau. Allez, à bientôt, salut!